Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. J'espère que Bonjour. vous allez bien. Merci pour votre présence. Est-ce que vous pourriez me préciser dans le chat que vous voyez bien les slides à l'écran et que vous nous entendez bien? J'ai pas de message pour le moment. J'espère que vous n'avez pas de problème de son. C'est bon? Ok, tout bon. Merci. Super. Donc merci beaucoup pour votre présence du coup donc à notre table ronde autour de l'IA générative et notamment sur la méthodologie à mettre en œuvre pour comprendre les usages et pour mettre en place sa feuille de route. Ce webinaire s'inscrit dans une série de contenus qu'on met à disposition sur notre site internet. Donc, il y a des livres blancs, des articles de blog. Donc, vraiment, on oriente l'intégralité de nos contenus autour de nos domaines d'expertise, le cloud, le DevOps, l'infra en général, mais également la data et la transformation des systèmes d'information. Donc, on a un agenda également d'événements qui est mis à disposition de chacun. Donc, nos prochaines tables rondes, c'est autour du DevSecOps, le mardi 1er octobre. Et on a également donc, une table ronde autour du passage à l'échelle d'un projet IT en limitant les débordements. Donc, on vous enverra les liens. Et puis, on adresse également donc des meet-up un peu plus techniques, donc également sur nos métiers, donc le digital workplace, le cloud, le DevOps, avec 2 sessions la semaine prochaine, une sur les nouvelles fonctionnalités d'Autopilot V2 et un autre autour des conditional access dans Entra-ID. Donc, on vous invite effectivement à aller consulter un petit peu tout cet agenda. Donc, Synapsys, nous sommes une société de services spécialisée vraiment dans la transformation des infrastructures IT. Donc, on accompagne nos clients, essentiellement des grandes entreprises, dans leurs projets de transformation. Donc, on a plusieurs domaines d'expertise, le digital workplace, le cloud, le DevOps, la cybersécurité et la data. Et puis, on a également une partie de l'équipe qui est plutôt orientée gestion de projet et transformation des systèmes d'information. Donc, on est 180 consultants, on existe depuis à peu près une douzaine d'années. Donc voilà, au plaisir effectivement d'échanger plus en profondeur autour de vos projets, autour de vos besoins. Et effectivement, le sujet aujourd'hui qui nous rassemble, c'est l'IA générative. Donc j'ai le plaisir d'être avec donc 3 intervenants aujourd'hui, Benjamin Schlumberger, Sébastien Cabarrus et Laurent Flamand. Benjamin, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton profil? Donc Benjamin Schlumberger, moi j'ai plus de 15 ans dans le conseil, avec des projets qui vont de migration de systèmes d'information jusqu'à des projets plus récemment sur justement des briques d'intelligence artificielle. Et j'anime aussi au sein de Synapsys une squad qui parle de transformation des systèmes d'information. Merci beaucoup. Sébastien? Donc bonjour à tous, Sébastien Cabarrus. Donc moi j'ai à peu près une dizaine d'années d'expérience et j'ai débuté en tant qu'ingénieur système pour évoluer sur de l'architecture et ensuite de l'architecture cloud. Et Laurent? Enchanté tout le monde, Laurent Flamand, consultant depuis 5 ans maintenant chez Synapsys et un peu moins d'une dizaine d'années dans l'IT, autour du Modern Workplace principalement et depuis peu autour des sujets qui tournent autour de l'IA. Merci beaucoup. Donc, merci à tous d'être présents. Je réponds très rapidement aux questions. Oui, on vous transmettra les slides suite au webinar. Et puis, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat tout au long de la session. On essaiera vraiment de prendre toutes les questions. Sinon, on y répondra à la fin. Ou alors, on prendra contact avec vous, effectivement, si vous souhaitez approfondir le sujet. Donc, feuille de route IA générative, de la vision au plan d'action. Pour démarrer, on a préparé effectivement une petite vidéo pour démontrer un peu la puissance de l'IA. Laurent, je te laisse la main. Je vais vous partager donc une petite vidéo qui a été réalisée. Bienvenue dans c'est parti un petit peu trop vite. Qui a été réalisée donc avec un prompt IA. Donc c'est pour illustrer un peu les possibilités qu'on a aujourd'hui avec. Bienvenue dans notre webinaire sur l'IA et ses enjeux. Cette vidéo à but démonstratif illustre certaines des possibilités de l'IA. L'intelligence artificielle, IA, transforme rapidement de nombreux secteurs, de la santé à l'éducation, en passant par les transports et l'industrie. Elle offre des opportunités sans précédent pour améliorer l'efficacité, automatiser les tâches répétitives et résoudre des problèmes complexes, mais aussi fournit des analyses prédictives pour une prise de décision plus éclairée.
L'innovation continue est essentielle pour rester compétitif. Synapsys s'engage à suivre les dernières tendances technologiques, assurant que ses clients bénéficient toujours des solutions les plus avancées et pertinentes pour leur secteur. Merci de votre attention pour cette courte vidéo réalisée intégralement à l'aide de l'intelligence artificielle. Voilà. Donc vous pouvez voir ce qu'on est capable d'obtenir en quelques lignes simplement d'un prompt sur des IA grand public. Alors vous l'aurez remarqué, la voix peut laisser un peu à désirer. Toutefois, on peut aussi noter une synchronisation labiale qui est assez impressionnante. Donc sans forcer, aujourd'hui, l'IA, chez vous, chez votre entreprise, n'importe où, vous êtes capable de générer ce genre de petites vidéos en quelques lignes. Merci beaucoup. Donc effectivement, tu gardes la parole sur la partie contexte. Et je vais enchaîner donc sur ce qu'est l'IA et ce qu'on entend derrière le terme IA, intelligence artificielle. Donc ce qu'on entend derrière le terme intelligence artificielle, c'est le fait d'avoir un outil développé par l'homme qui va essayer de simuler notre capacité de réflexion et notre capacité d'apprentissage. Derrière ça, il va se cacher différentes choses, notamment le machine learning et le deep learning. Le machine learning, il faut se dire que au lieu de dire à un ordinateur « ça, c'est un chien » et tu as ces prérequis pour définir que c'est un chien, on va l'alimenter à base de données, de photos, de sons, de vidéos, en lui disant « ça, c'est des chiens ». Et on va lui demander de reconnaître après un chien. Et l'IA, donc, à travers ce machine learning, sera capable d'identifier ce que c'est sans que ce soit un algorithme précis. Donc on peut lui fournir une photo d'un animal de type chien qu'elle n'a jamais vu avant et lui dire « est-ce que c'est un chien ?» L'IA pourra nous dire oui ou non. Ça, c'est une des technologies qui va se cacher derrière le terme IA. En plus de ça, on va avoir une sous-catégorie de ce machine learning qui va être le deep learning. Le deep learning, c'est le fait de dire qu'on va avoir différentes couches qui vont fonctionner en machine learning, un genre de réseau neuronal, un peu, c'est basé en fait sur le fonctionnement du cerveau humain, de dire ok, on va avoir différents plateaux qui chacun vont analyser ces données et vont pouvoir nous ressortir des résultats plus précis pour nous dire, ok, c'est un animal de type chien, c'est un chat, c'est autre chose. Bon, j'ai pris l'exemple du chien, mais on peut prendre l'exemple avec un peu tout et n'importe quoi. On pourrait l'alimenter avec des voitures et lui demander ce que c'est une voiture ou une moto. L'IA pourrait nous répondre à ça. Et donc le machine learning, pour résumer, c'est la capacité de le faire directement. Et le deep learning, c'est d'avoir plusieurs couches pour avoir des résultats de plus en plus précis. Et au sein de tout ça, on va retrouver donc l'IA générative qui, elle, va être basée sur le LLM, Large Language Model, qui est donc une IA basée sur le deep learning à l'aide du langage qu'on utilise au quotidien et qui sera capable de nous générer du texte, des réflexions, des propositions, des analyses par rapport à ce qu'on lui aura fourni. Tout ça, on peut le catégoriser en deux grandes catégories, l'IA faible et l'IA forte. L'IA faible, ça va être une IA qui va être très déterminée sur une utilisation particulière. Vous avez probablement déjà été en lien avec une IA faible si vous avez utilisé des chatbots, si vous avez été face à un répondeur vocal, les suggestions Amazon, etc. Ça, c'est du monotache. Vous ne sortirez pas de ce qui est prévu pour l'utilisateur avec ce type d'IA. Et vous avez l'IA forte qui nous intéresse de plus en plus depuis quelques mois, quelques années maintenant, qui, elle, va être capable de réflexion et de simuler à peu près la réflexion humaine. C'est celle qu'on va utiliser dans le monde de l'entreprise, c'est celle qu'on va retrouver dans des environnements tels que les Tesla, tels que le pilote automatique, ou encore, ce qui est très intéressant, la détection de maladies type cancer dans le milieu médical. En résumé, l'IA faible, c'est quelque chose de très direct. On a une tâche, on y reste, on y va. Et l'IA forte, c'est un peu plus complexe et on a une capacité de réflexion et d'adaptation qu'on ne retrouvera pas dans l'IA faible. Et ce qui nous amène aux trois types d'IA qu'on va rencontrer et les trois types d'IA qui vont vous intéresser aussi bien dans le milieu professionnel que dans le milieu personnel si vous avez envie de vous amuser avec. Là, le premier type, ça va être ce qu'on va appeler l'IA sur l'étagère. L'IA sur l'étagère, c'est celle qui va intéresser le plus probablement les entreprises qui souhaitent adopter l'IA pour leurs utilisateurs. C'est celle qu'on va retrouver, par exemple, chez Microsoft Copilot. On a un usage particulier qui est dédié dans notre environnement Office. À travers cette IA sur l'étagère, on prend le module IA, je le mets dans mon environnement, je l'utilise. Je lui demande de générer un fichier, je lui demande de me résumer quelque chose, une mise en forme, etc. C'est de l'IA prête à l'emploi.
Il faut le voir comme ça. C'est une IA qui est déjà prête, vous l'utilisez, vous lui demandez quelque chose, vous l'intégrez, vous n'avez pas besoin de développement, vous n'avez pas besoin de connaissances ou compétences particulières pour utiliser cette IA, mais plus de formation et d'acculturation autour de cette IA-là. Vous allez avoir le deuxième type qui va être l'IA maison, celle qui va être développée en interne et qui va être intégralement développée par une entreprise ou par une équipe afin d'être utilisée dans votre environnement. C'est un type d'IA qui est plus poussé, qui va te demander un peu plus de connaissances, un peu plus de compétences et une infrastructure qui peut être un peu différente de ce que vous avez aujourd'hui, puisqu'il faudra dimensionner ce qu'il faut pour que votre IA maison fonctionne. Et enfin, vous avez l'IA intégrée qui sera basée principalement sur du matériel de type capteur. Donc, j'en ai parlé il y a quelques instants, vous allez le retrouver par exemple dans les environnements médicaux. Vous allez avoir des capteurs qui aujourd'hui sont capables de détecter plus efficacement des cancers que sans les technologies qui sont basées sur l'IA. En résumé, l'IA sur l'étagère, c'est l'IA prête à l'emploi. L'IA maison, c'est celle que vous allez développer, qui vous demandera un peu plus de connaissances et compétences. Et vous avez l'IA intégrée qui va fonctionner avec du matériel pour vous donner des résultats basés sur des technologies de l'IA. Merci beaucoup Laurent. Donc effectivement, entre IA sur étagère et IA maison, on va un peu jongler entre ces deux concepts tout au long de la table ronde. On voulait également faire un zoom sur la partie technique, donc je te laisse la main Sébastien. Et il y a une petite question, effectivement, la personne peut, je pense, votre collègue peut toujours venir, effectivement, il faut lui transmettre le lien d'inscription. Sébastien, excuse-moi, je te laisse la main. Oui, pas de souci. Donc pour ma part, je vais donner quelques éléments en fait pour la réussite et la sécurisation d'un projet autour de l'IA. Donc comme vous pouvez le voir à gauche, en fait, on a récupéré donc un schéma fourni par l'ANSSI qui résume pas mal de choses qui sont assez intéressantes et notamment en fait les 3 cycles dans le cycle de vie d'un projet d'IA. Donc la partie entraînement, sur lequel en fait on va fournir de la donnée, on va entraîner le modèle, on a du code à disposition par rapport à ce modèle. La partie déploiement qui va être toute la phase de packaging, de tests automatisés pour valider la sécurité, le fonctionnement, et la partie production qui va être tout simplement l'utilisation de la solution autour de l'IA par les différents consommateurs. Donc, ce qui est important dans un premier temps, c'est déjà, comme l'a dit mon collègue à ma gauche, c'est de sélectionner le type d'IA par rapport au projet qu'on a. Donc, est-ce qu'on va partir sur une IA sur le cloud? Est-ce qu'on va faire des développements internes? Est-ce qu'on va passer par un partenaire? Et en fait, ça va nous permettre déjà d'identifier le modèle de responsabilité, puisque derrière, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui est de votre responsabilité en termes de sécurisation. Est-ce que c'est que la partie flux? Est-ce qu'il y a la partie code parce que c'est votre code que vous hébergez dans vos data centers? Et voilà, donc tout cet aspect-là va vous donner vraiment ce qui est de votre responsabilité, de celui de votre partenaire. Ensuite, il y a toute la partie gouvernance de données. Où est-ce qu'elle est localisée, la sélection de la donnée, puisque derrière, en fonction de l'objectif, il va falloir scoper, entre guillemets, les données qu'on va utiliser pour alimenter notre moteur. Est-ce qu'on éviter, par exemple, de donner des données sensibles qui pourraient avoir un effet néfaste sur votre activité. Ce qui est important aussi, c'est la cartographie des flux de données. Donc, en fait, c'est ce que représente un peu le schéma. C'est qu'on a certes les 3 phases du cycle de vie d'un projet IA, mais ces 3 phases sont souvent déployées dans des environnements différents, avec potentiellement des ouvertures, des surfaces d'attaque différentes. Donc notamment si on prend la partie entraînement, sur laquelle en fait on va fournir de la donnée, donc il y a la localisation de la donnée, il va falloir sécuriser l'accès à la donnée, pouvoir gérer tout ce qui est la gestion des accès et des autorisations. Potentiellement en production, on va être plus sur les protections au niveau des flux entrants ou potentiellement la sécurisation de l'environnement global afin d'éviter toute menace. Ensuite, il y a le modèle de sécurité de données. Donc, en fait, ça tous les mécanismes qu'on va mettre en place,
l'encryption de la donnée, mettre en place des points de contrôle ou des outils de détection d'intrusion afin de s'assurer que notre système n'est pas corrompu ou n'est pas corruptible. Et ensuite, il y a aussi au niveau fonctionnel des éléments qui sont à prendre en compte, tels que des fonctions de filtrage qui vont permettre en fait d'éviter d'exfiltrer potentiellement des données sensibles. Donc, il y a des mécanismes qui peuvent être mis en place pour éviter que voilà, des données qui ne devraient pas être transmises à l'extérieur puissent l'être. Et ensuite, il y a bien sûr un classique en sécurité, c'est la sensibilisation au risque de sécurité. Ça peut paraître simple, mais il est important en tout cas que toutes les parties prenantes soient au courant de l'aspect sécurité, donc d'éviter en fait de fournir des données sensibles, de fournir des données personnelles. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes à prendre en compte. Et ensuite, en dernier lieu, dans une utilisation voilà, d'aide à la décision, il est important de qualifier en fait le type de décision que vous allez utiliser au travers de la solution. Et est-ce que c'est des décisions critiques par rapport à votre business? Et derrière, si c'est critique, en fait, il faudra veiller à ce qu'il y ait un regard humain et ne pas laisser l'IA prendre des décisions, on va dire, de manière totalement autonome afin de ne pas mettre en péril votre activité. Merci beaucoup. N'hésitez surtout pas, hein, si vous avez des questions, vous pouvez les inscrire dans le chat, hein, on peut y répondre en direct. Laurent, je te laisse la main. Yes. Et donc, ça nous amène à la question, mais pourquoi on voudrait utiliser cette IA générative dans le milieu professionnel? Puisque c'est ce qui va nous intéresser en premier lieu. Eh bien, on peut répondre à ça avec deux catégories principales qui vont être le gain de productivité et l'optimisation de nos processus. Pourquoi le gain de productivité? Aujourd'hui, on a tous beaucoup de tâches qui peuvent parfois être chronophages et qui peuvent être très redondantes. Ces tâches-là, oui, on a l'informatique, on a le code, on est capable d'automatiser certaines choses, mais il faut dire que certaines choses ne peuvent pas être automatisées et l'IA va nous permettre de simplifier ces tâches-là dans notre milieu professionnel. On peut avoir donc une automatisation de ces processus du type aujourd'hui, j'ai besoin de rédiger un document. Si je dois rédiger un document, il faut que je fasse la mise en forme, que je prenne mon document, que je le tape de A à Z, ça prend du temps, il y a une relecture, etc. Mais si je sais ce que je veux demander comme contenu, mais que je manque de temps ou que j'en ai plusieurs à générer à la fois, eh bien, avec l'IA, on est capable de lui dire, OK, génère-moi un contenu. Alors, comme le disait Sébastien il y a quelques instants, il ne faut pas simplement lui demander un contenu et faire un copier-coller de son contenu ou le laisser comme ça. Il faut quand même être attentif à ce que l'IA nous a généré. Elle peut générer des erreurs. J'y reviendrai un peu après parce qu'on a une réduction des erreurs. Mais attention, l'IA fonctionne par rapport à ce qu'on lui a donné comme information et ce avec quoi elle a été alimentée originalement. Si on lui donne des informations fausses, le résultat sera nécessairement faux. Néanmoins, si vous souhaitez générer du contenu du type tape-moi le rapport de cette réunion ou mets-moi 3 paragraphes pour me dire que on est en train de faire un webinar autour de l'IA, c'est quelque chose qu'elle est capable de faire. Ce processus-là, il va être automatisé, ça va nous faire un gain de temps assez énorme. Oui, on aura quand même une relecture, oui, l'œil humain sera nécessaire pour s'assurer que le contenu est correct, mais on va déjà y avoir un sacré gain de temps. Parmi les tâches qui peuvent être assez chronophages dans notre quotidien à tous, il va y avoir la réponse aux emails, la réponse à nos invitations, être sûr qu'on n'a pas des événements dans notre calendrier qui sont en conflit ou en même temps. Tout ça, aujourd'hui, avec des IA de type copilote ou autre dans l'avenir, on est capable de l'automatiser et de le rendre un peu plus efficace. Encore une fois, il y a des limitations, c'est un domaine qui est en constante évolution, donc aujourd'hui on est capable de faire certaines choses, demain on pourra faire encore plus sur la gestion de nos boîtes mail et de nos calendriers, mais dès aujourd'hui on est capable d'en profiter dans notre environnement professionnel. Tout ça, ça nous amène à une optimisation de nos flux de travail et de dire qu'une équipe qui a besoin d'une semaine aujourd'hui pour établir un document, établir une présentation, à l'avenir, avec l'adoption de l'IA, on peut espérer avoir un certain gain de productivité et que ces tâches qui nous prennent 2 heures, 3 heures, 4 heures dans notre journée, eh bien on les réduise à quelques minutes et simplement un contrôle et une reformulation, puisque l'IA reste un robot, donc la reformulation de ce qu'elle nous propose, c'est intéressant, son ton est très froid en général, alors on peut lui demander différents types de tons, mais ça reste quand même intéressant de relire tout ça. Ça nous amène à une collaboration entre nos équipes avec une documentation qui sera
plus abouti par moment, plus efficace et plus rapide. Je vais pouvoir fournir une documentation à une équipe qui l'a demandé sur un processus métier bien plus efficacement et bien plus rapidement que si je dois le taper, le revérifier, le remettre en forme. Ce qui va me permettre d'avoir sur mon projet dans l'ensemble un gain de temps et un gain d'efficacité. Si au sein de mon projet, j'ai besoin de me dire, attends, mais je sais pas, d'un côté, j'ai l'option A qui me paraît bien, mais j'ai aussi cette option B qui a l'air intéressante et que j'ai un petit doute et que je souhaite prendre le choix qui, financièrement ou technologiquement, sera le plus rentable ou le plus intéressant technologiquement parlant, eh bien, je peux demander à l'IA d'avoir une prise de décision. Encore une fois, l'IA n'est pas faite pour prendre vos décisions, elle est faite pour vous aider. Vous pouvez lui demander donc d'avoir un résumé des informations que vous avez dans votre document A qui décrit l'option A et un résumé de votre option B qui est décrite dans le document B. Avec ces résumés-là, après, il appartient à l'humain de faire son choix et de se dire, OK, ça m'a l'air plus intéressant. Oui, vous pouvez demander à l'IA de faire votre choix à votre place. Est-ce que vous avez envie, ça je vous laisserai répondre un peu à la question en fonction de vos cas métiers. Toutefois, vous pouvez avoir l'aide de l'IA dans ces informations-là. Ça va vous permettre d'avoir des informations qui vont être résumées, d'avoir une synthèse de tout ça qui sera bien plus efficace que si vous devez le faire à la main. Oui, vous pouvez le faire à la main, tout comme on est capable de bâtir une maison à la main, c'est pas pour autant qu'on bâtit nos maisons tous à la main. Donc l'IA, c'est un outil qui va nous aider dans tout ça. Et avec l'aide de ces fonctionnalités-là, on peut s'assurer et essayer de réduire les erreurs qu'on fait au quotidien. L'erreur est humaine, on en fait tous. Ça peut être une faute de frappe, ça peut être, on travaille sur différents dossiers, différents projets en même temps, alors on peut faire un micmac parfois de certaines informations. On peut s'assurer avec l'IA d'avoir un peu moins d'erreurs. Comme dit en préambule, les erreurs, on peut quand même en avoir avec l'IA, notamment si les données qu'on lui fournit et si la demande qu'on lui fait est erronée ou incomplète. C'est une machine, c'est un robot, ça réfléchit un peu comme un humain, mais ça peut aussi faire des erreurs avec ce qu'on lui a donné. Donc, il faut rester attentif à ce que l'IA nous fera tout choix en termes de relecture, reformulation sur le ton. Par exemple, j'ai tapé un mail qui est trop professionnel ou pas assez professionnel. Je peux lui demander de me fournir un ton plus professionnel et d'y adapter ensuite le contenu de mon email. Ça va nous fournir une qualité plus intéressante qu'on pourra utiliser, qu'on pourra communiquer entre nous. Oui, mon mail est à moins d'erreurs et d'une meilleure qualité, donc il sera mieux reçu, il aura peut-être une réponse plus rapide. Pareil pour mes documents. Quand on évolue dans le technique, on peut réaliser des documentations qui soient parfois à destination d'un public moins à l'aise avec l'outil informatique. Donc on peut utiliser des termes qui, pour nous, dans notre vie de tous les jours, en termes de consultants techniques, peuvent nous paraître évidents, mais qui ne sera pas nécessairement pour un end-user, pour un utilisateur final. Dans ce cas-là, on peut demander à l'IA de nous dire « Ok, mon document, c'est un document technique. Est-ce que tu peux me proposer une reformulation pour qu'un utilisateur final s'y retrouve et soit plus à l'aise avec la lecture de ce document-là ?» Ça va nous permettre une standardisation, ça va nous permettre d'adapter tous nos processus qu'on a aujourd'hui et d'avoir un meilleur résultat dans ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, simplement avec notre cerveau humain et nos mains. Donc, l'IA générative, pourquoi ? Parce que c'est un outil qui nous permet d'être plus efficace et d'optimiser la manière dont on fait aujourd'hui. Ça n'élimine pas ce qu'on fait aujourd'hui, ça nous le simplifie. Encore une fois, on peut bâtir une maison à la main, on ne bâtit pas nos maisons à la main. De la même manière, l'IA, c'est un outil qui va nous aider. C'est une invention de l'homme, on l'utilise et elle va nous amener vers la suite. Ce qui nous amène aux utilisations concrètes avec Copilot. Exactement. D'ailleurs, il y a une petite question, effectivement. Est-ce qu'on va aborder dans la présentation donc, les risques liés à la confidentialité lors de la rédaction des prompts, et notamment dans l'utilisation des outils grand public. Donc, je ne sais pas si... Ça va dépendre du fournisseur d'IA. Aujourd'hui, on n'a pas forcément une réponse globale pour toutes les IA qui existent. On a eu des cas connus avec ChatGPT, par exemple, et certaines fuites de données qui ont eu lieu. Aujourd'hui, dans la mesure où vous utilisez des IA de type Copilot, vous devriez être dans un cadre assez sécurisé. Toutefois, je laisserai quand même Microsoft et les différents fournisseurs d'IA répondre à ces questions-là pour vous apporter la meilleure réponse sur la sécurité des données. Oui, c'est un sujet. C'est forcément un sujet qui intéresse au niveau de l'IA. Ça dépendra réellement de votre utilisation et de votre adoption de l'IA. ChatGPT, c'est très bien. Est-ce qu'on a envie de fournir les données de notre entreprise à ChatGPT pour faire, je vais parler un peu technique, mais pour faire un script PowerShell? Vous pouvez lui demander de l'aide. Est-ce que vous avez envie de lui donner votre script de 1000 lignes pour qu'il vous le corrige? Je ne le recommanderais pas. Mais vous pouvez lui demander de l'aide sur des petites parties pour ne pas passer 3 heures à chercher la bonne formule dans votre script, par exemple.
Et donc, Merci. je t'en prie. Et donc, on enchaîne sur les usages concrets que vous pouvez avoir aujourd'hui. Donc là, on a pris comme exemple Copilot pour 365 pour être un peu plus précis, qui est l'IA de Microsoft. L'IA de Microsoft, donc dès aujourd'hui, c'est quelque chose que vous pouvez choisir d'adopter, avec lequel vous pouvez choisir de faire un POC avec vos utilisateurs et voir comment ça vous profiterait. On peut le découper en 3 usages principaux, les usages bureautiques, donc les usages qui vont intéresser nos utilisateurs finaux standards, les usages métiers qui vont aller chercher un peu plus loin, qui vont creuser un peu plus l'utilisation de l'IA, et l'utilisation au niveau de l'IT. Dans ces usages bureautiques, on va retrouver donc beaucoup d'utilisation autour de la suite Office, autour de Teams, autour d'Outlook, autour de Word, Excel, PowerPoint, etc. Dans les usages métiers, on va plus être sur de la génération, sur du contenu qui n'existe pas et qu'on va souhaiter établir. Et dans les utilisations IT, donc j'ai parlé du scripting, on peut lui demander de l'aide pour le scripting. Je resoumets l'idée que c'est pas une bonne idée de laisser l'IA faire intégralement vos scripts. Ça peut vous être utile. Si vous laissez l'IA faire tous vos scripts, vous perdez la connaissance et la capacité de gérer vos scripts. On en revient un petit peu au sujet de l'IA maison et IA intégrée. Oui, c'est une bonne idée de l'utiliser. Oui, c'est une bonne chose d'en profiter. Il ne faut pas se reposer intégralement dessus. Et dans les utilisations donc, de Copilot au niveau IT, on va avoir aussi Copilot Security qui est intégré à Intune, qui permet pas mal de fonctionnalités et pas mal de réflexions dans la console Intune pour adapter nos process et avoir un meilleur résultat dans notre environnement. Il y a une question justement autour de l'aspect réglementaire. Est-ce qu'on peut avoir un exemple concret d'usage métier justement sur la partie réglementaire et la manière Alors nous, de ce qu'on a pu voir aujourd'hui, au niveau du réglementaire, on va pouvoir utiliser l'IA pour justement venir répondre aux attentes et aux exigences de lois type que la CNIL, la RGPD ou la loi de programmation militaire où il y a des interdictions en fait d'enregistrer certains éléments au sein de son système d'information. Donc ça, c'est typiquement un use case qui peut être utilisé autour du réglementaire. Ok, très bien. Merci beaucoup. Donc, merci pour ce tour d'horizon effectivement au niveau des usages, les usages génériques et faire un focus autour de Copilot parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Donc sur comment on aborde un projet lorsqu'il s'agit d'IA, je te laisse la main Benjamin sur ce sujet. Oui, du coup, moi je vais essayer de vous partager un petit peu la manière dont on peut adresser ce type de sujet en démarrant par tout ce qui est défi et enjeu à l'intégration de ce nouveau type d'outils. Bien sûr, il y a tout ce qui est enjeu stratégique et opérationnel. Ce qu'on entend derrière tout ça, ça va être quel est l'impact réel de l'IA au niveau de mon système d'information. Il y a énormément d'outils disponibles, donc il va falloir essayer de voir un petit peu stratégiquement sur lequel il faut qu'on se positionne. Ça va induire aussi énormément de changements au sein de votre système d'information. Alors, énormément de changements, c'est plus ou moins vrai. Il va y avoir bien sûr des évolutions de certains métiers, il va y avoir des questions qu'il va falloir se poser, on en parlait à travers les questions de sécurité. Donc il y a toute une stratégie qui est adoptée de manière commune en fait dans les différentes peut-être directions au sein d'une DSI. Il va y avoir tout ce qui est enjeu autour des impacts qui sont induits avec la mise en œuvre d'une intelligence artificielle. Donc dedans, on va retrouver toutes les notions de pricing. Vous avez aujourd'hui des IA qui s'intègrent avec des coûts différents, que ce soit du homemade ou des briques toutes faites que vous venez intégrer directement au sein de votre système d'information, ce ne sera pas forcément les mêmes coûts. Vous allez avoir des impacts de sécurité, on en a déjà aussi parlé, et à travers justement tout ce qui est transfert d'informations qui sont nécessaires, on va dire, au dataset d'entraînement de ces IA. Il y a énormément d'enjeux sécuritaires et de savoir en fait est-ce qu'on ouvre nos données facilement comme ça sur le cloud ou est-ce qu'on préfère les faire en interne à travers des briques d'IA faites de manière homemade. Et il y a aussi tout ce qui est impact au niveau du RSE parce qu'on sait que ces briques-là sont assez génératrices de puissance de calcul assez forte. On sait que c'est des codes qui sont souvent assez gourmands en termes de consommation énergétique aussi. Donc, il va y avoir aussi toutes ces questions-là qui vont être à se poser. Et enfin, le dernier enjeu, ça va être plutôt autour de la conduite du changement, à savoir ça va très certainement, alors pas bouleverser, mais venir un peu chambouler, on va dire, certaines habitudes de vos équipes métiers. Du coup, c'est comment on les accompagne et comment on leur explique que justement l'intelligence artificielle est, comme l'a bien dit Laurent, en fait, un outil qui va venir les aider au quotidien et pas les remplacer à terme. Donc ça, c'est vraiment les 3 enjeux majeurs qu'on va pouvoir trouver.
Une fois qu'on a édité ces enjeux-là, on va travailler sur une feuille de route un petit peu globale, on va dire, vis-à-vis de la mise en œuvre de ces projets d'IA. C'est somme toute, comment dire, une feuille de route assez classique, on va dire, pour un projet informatique. Néanmoins, il y a certains éléments sur lesquels on va s'arrêter et sur lesquels on va mettre un petit peu plus l'accent. L'évaluation des objectifs, ça c'est de base quelque chose qui doit être bien identifié avec une expression de besoin qui permette de cibler quel type d'IA on va vouloir intégrer pour quel type d'usage. Tout ce qui est planification et intégration, c'est pareil. En fait, on va être sur des nouveaux composants, donc potentiellement l'intégration de ces composants va peut-être venir un petit peu titiller des équipes techniques qui n'ont peut-être pas forcément l'habitude de travailler de cette manière-là. Donc, c'est des choses qu'il faut planifier aussi en amont. Tout ce qui est mise en œuvre, on va être sur des cycles assez classiques en fait d'intégration d'outils informatiques. Néanmoins, dans l'intelligence artificielle, ça fonctionne énormément par itération. Donc, même si dans un premier temps, on n'a pas forcément les résultats obtenus, on va essayer d'itérer et de faire en sorte que le tuning qu'on va proposer à ces briques-là réponde au mieux en fait aux objectifs initiaux. Ensuite, on va avoir tout ce qui est suivi optimisation au même titre qu'on peut le faire pour n'importe quel outil informatique. Et l'accent, il va surtout être sur la gestion du risque et la conformité. Vous l'avez dit, on en a parlé. Énormément des briques IA aujourd'hui sont disponibles sur le cloud. On n'a pas forcément de visibilité de ce qui est fait des données derrière. Donc, hormis des briques intégrées comme Microsoft, où effectivement, si votre entreprise est déjà sur des environnements Azure, on peut quand même avoir une garantie de Microsoft sur le fait que ce sera cloisonné par rapport à des clouds publics un peu plus largement adressés comme ChatGPT ou tous les sujets autour de Gemini côté Google. Ces sujets-là sont des vrais sujets, d'autant plus qu'on va embarquer en fait tout ce qui est gestion des risques, tout ce qui est conformité dans des sujets pour lesquels on n'a pas forcément l'habitude en tant que gestion de projet informatique, on n'a pas forcément l'habitude de solliciter ce type d'équipe-là. Donc, il y a un vrai travail, entre guillemets, juridique et pour être conforme à toute la législation qu'il va falloir faire aussi en amont. Et enfin, il y a tout ce qui est lié à la documentation, où ça, in fine, c'est s'assurer qu'en fait, par rapport aux objectifs qu'on a pu se fixer initialement, tout ça y répond bien, qu'on a documenté pour permettre un peu la transition justement à des équipes de manière assez standard, comme à la fin de chaque projet en fait informatique. Il y a une question. Comparé à un déploiement de Teams, est-ce qu'on va être sur la même charge si on devait faire le parallèle? En fait, ça dépendra du périmètre que vous souhaitez adresser au niveau de votre IA. Si vous partez sur l'intégration de Copilot, je pense que c'est une des briques de Teams, donc c'est un petit pan entre guillemets d'une migration Teams. Donc ce sera peut-être pas aussi volumineux. Après, ça dépend si vous avez fait des migrations de SharePoint ou des choses comme ça, où typiquement c'est le genre de database qui va permettre d'alimenter des IA comme Copilot. Je pense que Laurent va venir compléter, mais le gros du travail, il est principalement là sur la migration de la matière et pas forcément sur le paramétrage de Copilot. Exact. Dans l'adoption de Copilot comparé à une adoption de Teams, on est sur quelque chose en termes de charge technique qui est beaucoup plus soft que ce qu'on a pu connaître pour du Teams ou pour des migrations de type SharePoint ou autre. Parce qu'en fait, il faut bien se dire que Copilot, si vous êtes déjà dans l'environnement Microsoft 365, vous êtes dans l'ensemble déjà prêt à le recevoir. Alors oui, il y a quelques petits points techniques quand même à revoir. Si par exemple vous utilisez des applications web, il faudra sûrement que vous utilisiez et que vous autorisiez les cookies tiers pour que Copilot puisse fonctionner sur les applications web dans votre environnement. Toutefois, d'un point de vue réseau et communication, ce que Copilot a besoin pour fonctionner, c'est les mêmes flux et les mêmes types de flux que ceux qui sont utilisés pour votre environnement Microsoft 365. Donc Copilot, pour l'adopter en entreprise, finalement, c'est le passage où on achète la licence, l'assigner à un utilisateur, et votre environnement, dans l'hypothèse où vous êtes déjà sur du Microsoft 365, l'adoption est faite. Vous n'avez pas besoin de déployer un logiciel en particulier, il est déjà dans votre Office 365, si vous êtes à jour, il est déjà là et il va s'activer par la licence. Dans quelques cas, il y a une action à faire sur l'application, une des applications Office, où il faut mettre à jour sa licence. Ça sonne beaucoup plus compliqué que ce que ce n'est réellement. En réalité, vous allez dans Fichier, Compte, vous avez un bouton avec marqué Mettre à jour la licence, vous cliquez, vous relancez la suite Office et Copilot apparaît et il est prêt à l'emploi. Donc, vous n'avez pas une charge importante pour vous dire « Je veux déployer Copilot 365 dans mon environnement demain ». La plus grosse charge, ça va être le fait d'acheter les licences et de les assigner. Pour vos machines et pour vos end-users, c'est proche du transparent. Quand il y aura le problème, il faudra mettre la licence à jour, mais dans l'ensemble, pour la plupart, ils lanceront leurs applications Office, ils auront le petit icône Copilot, et à partir du moment où ils ont la licence, ils pourront l'utiliser sans avoir besoin de déploiement ultérieur.
Merci beaucoup, Laurent. Et la personne qu'on parle au niveau de l'accompagnement. Est-ce qu'effectivement, alors si je comprends bien, est-ce qu'on est sur la même charge aussi niveau accompagnement? Ça va dépendre des utilisateurs. Ouais. Là-dessus, on va pas avoir peut-être une préciser réponse la question. Ouais, d'accord. On va pas avoir une réponse générale malheureusement sur ça, parce que ça va dépendre de vos utilisateurs. Si je m'adresse à un public technique, l'adoption de copilote est très rapide. Si je m'adresse à une population qui n'est pas du tout technique, qui n'a pas trop l'habitude de l'outil informatique ou qui en a une utilisation très basique, ça peut être un petit peu plus long. Il lui faudra peut-être un peu plus d'accoutumance, Accoutumance, j'étais pas certain. Peut-être un peu plus d'accoutumance à l'outil pour pouvoir l'utiliser dans son quotidien. Mais de la même manière qu'il y a 10, 15, 20 ans, on a appris à utiliser les moteurs de recherche, on a appris à utiliser nos smartphones, on a appris à utiliser des outils qu'on n'avait pas avant. Il y a 50 ans, les entreprises ne travaillaient pas avec l'outil informatique. Aujourd'hui, la majorité, pour pas dire toutes, travaille avec l'outil informatique. Et à mon sens, on est un peu dans la même dynamique. Ça va dépendre des utilisateurs. Oui, comme partout, certains mettront peut-être un peu plus de temps à l'adopter. Toutefois, ce n'est pas insurmontable. Il y a différents rythmes à adopter en fonction des utilisateurs. Dans l'ensemble, une fois qu'on a montré comment ça fonctionne, c'est assez intuitif. Faut le voir comme un gros moteur de recherche quelque part. Comme des recherches qu'on ferait dans Google et qu'on va affiner avec l'utilisation. Il y a 20 ans, quand on demandait à Google, on tapait des phrases entières. Aujourd'hui, en 3 mots, on est capable de retrouver notre résultat parce qu'on a pris l'habitude d'utiliser Google. Il faut essayer de voir un genre de parallèle comme ça avec l'IA. Donc, la réponse, c'est qu'il n'y a pas réellement un cas particulier pour tous les utilisateurs. Dans l'ensemble, ça devrait être une adoption assez soft, mais qui dépend quand même du niveau de chacun. Merci beaucoup, Laurent. Pardon, excuse-moi. Du coup, là, on a posé quelques questions et sujets à adresser autour justement de ces projets d'IA. C'est comment dire un peu des guidelines par rapport à des projets que vous pourriez avoir. Dans ce que vous pouvez trouver au-dessus de ce slide-là, ça va être des questions peut-être à se poser par rapport à vous, votre environnement. Typiquement, l'analyse des exigences réglementaires. Voilà, tout le monde n'est pas sujet au même type d'exigences réglementaires. Peut-être que vous êtes soumis, comme tout le monde, à la RGPD, à la CNIL ou autre, mais certaines entreprises vont y être beaucoup plus sensibles par rapport à leurs données d'utilisateurs. Donc ça, c'est des questions aussi qu'il faut se poser avant d'initier, on va dire, des projets d'IA. Il va falloir aussi se poser quelques questions autour de l'évaluation de votre infrastructure, des politiques d'usage ou ces choses-là. Pourquoi? Parce que de l'IA, en fait, si vous faites du home-made, il va falloir potentiellement que vous ayez de la puissance de calcul qui va avec, donc peut-être des infrastructures qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir, plutôt dans des SI entre guillemets classiques. Je pense notamment à tout ce qui est infrastructure type GPU ou pour certains modèles, vous serez entre guillemets dans l'obligation d'avoir ce type de machine-là. Ensuite, il y a des questions aussi autour de, bien sûr, tout ce qui se passe autour des gaz à effet de serre et de l'impact RSE, l'impact sur l'environnement de tous ces éléments. Alors, autant l'IA peut vous aider peut-être à justement améliorer des scores en termes de RSE, mais elle peut aussi engendrer, être un poids en fait dans votre calcul d'émissions à gaz à effet de serre si vraiment vous l'utilisez à outrance. Il va y avoir des questions et des sujets adressés aussi autour de tout ce qui est sécurité, contrôle d'accès. On en a déjà suffisamment parlé, je pense, où il y a toutes les problématiques autour de la politique des données. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que j'ai le droit aussi, d'un point de vue réglementaire, de mettre sur du cloud des données qui sont liées à des comptes clients ou autres? Et puis après, il y a des questions, plutôt des sujets qui vont intéresser un peu les utilisateurs à travers tout ce qui est sensibilisation, formation. C'est vrai que l'IA pose énormément de questions. Il y a pas mal de personnes qui pensent que certains métiers vont être remplacés par ça. Alors moi, plutôt que de parler de remplacement, je parlerais d'évolution en fait de ces métiers et d'émergence surtout de nouveaux métiers liés à l'IA. Notamment sur tout ce qui est participation, documentation, suivi, tous ces sujets-là. On l'a bien vu aujourd'hui, un documentaliste ou des analystes, une IA peut tout à fait répondre à ce type de questions-là. Comment je vais utiliser leur savoir-faire peut-être autrement, soit à travers l'éducation de cette IA, parce que in fine, il faut la faire grandir aussi avec vos cas d'usage et ça peut être des évolutions qui sont à prévoir là-dessus. Ensuite, on s'est posé aussi pas mal de questions autour de la gestion entre guillemets de vos systèmes d'information
à travers l'IA. Donc ça, c'est tout ce qui est réponse à incident ou ces sujets-là d'optimisation du système d'information. L'IA peut tout à fait répondre à ces questions-là en vous mettant en avant peut-être des incidents assez récurrents au sein de vos récits ou en priorisant peut-être certains incidents en fonction de la gravité ou de leur impact sur le système d'information. Et enfin, tout ce qui est évaluation des risques, c'est des questions aussi aujourd'hui sur lesquelles il faut s'arrêter un moment pour mettre en place des projets d'IA en essayant d'évaluer un peu tout ce qui est risque émergent à travers l'IA, savoir peut-être fuite de données, peut-être que vous allez avoir des populations de développeurs qui vont s'appuyer sur des IA qui vont développer des lignes de code qui sont pas du tout conformes à vous, vos frameworks ou autres. Donc tout ça, c'est l'évaluation du risque qui va nous permettre aussi de répondre à ces questions-là. Merci beaucoup, effectivement, pour ce tour d'horizon un petit peu des grands enjeux. On arrive plus ou moins sur la fin du webinaire. Il y a encore une slide. N'hésitez surtout pas à poser vos questions. Voilà, s'il y a certains sujets que vous voulez approfondir ou certains sujets qu'on n'a pas abordés, certaines questions, certaines précisions. On est disponible pour ça. Donc, comment démarrer ensemble, effectivement, sur cette partie-là? Alors, il y a plusieurs questions à se poser. Dans un premier temps, ça va être sur quel périmètre vous souhaitez, entre guillemets, que l'IA facilite, on va dire, le quotidien de vos équipes. Donc ça va être effectivement la question phare. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà une idée de ce sur quoi un peu d'automatisation ou un peu d'intelligence artificielle peut aider votre quotidien? Nous, on a déjà des thématiques qu'on a adressées un peu plus en amont dans la présentation, à savoir sur tous les cas d'usage qui sont aujourd'hui utilisés, que ce soit sur des usages métiers à travers le réglementaire, comme on a pu en parler, tout ce qui est gestion documentaire aussi, c'est des sujets qui sont aujourd'hui facilement adressables, puisque je pense que c'est un peu des problématiques génériques à toutes les entreprises. Ensuite, les autres questions qu'il va falloir se poser, c'est quels moyens et quel budget et de quel timing on dispose pour faire ce projet-là. On l'a dit, l'IA, c'est quelque chose qui apprend. L'apprentissage, ça peut être long, donc il ne faut pas s'attendre à des projets en mode quick win. En 3 mois, on a des réponses déjà à nos questions. Il va y avoir des phases d'apprentissage. On va peut-être être sur des phases au démarrage qui sont assez déceptives, mais à force d'alimentation, à force d'entraînement, c'est des outils qui derrière seront plus performants et qui vous permettront aussi d'adresser beaucoup mieux certaines problématiques. Les objectifs aussi, ils seront bien entendu à mettre à plat, à savoir en fait quel type de KPI vous voulez relever. Est-ce que c'est, je ne sais pas si on prend des exemples très concrets sur de la gestion documentaire, est-ce que c'est faciliter l'accès à de la documentation pour vos équipes, ou est-ce que ça va être en fait non, là j'ai besoin de faire du grand ménage et je vais avoir besoin d'IA pour me dire quels sont les documents les plus utilisés ou pas dans mes bases. Est-ce qu'il y en a certains qui sont peut-être obsolètes par rapport à des scans qui peuvent être faits aussi sur le reste du marché. Toutes ces questions-là, il va falloir se les poser en amont pour pouvoir se fixer justement des use cases qui répondent à qui viennent en réponse à des KPI qu'on aura fixés en amont à travers ces questions-là. Ensuite, on va avoir des questions du type pour quel type de demande? Est-ce que c'est des demandes en interne ou en externe? Alors là, c'est pareil, hein, c'est une manière aussi d'adresser ces sujets-là. Est-ce que vous décidez de développer vos propres briques parce que vous avez l'expertise, la connaissance et aussi les ressources qui vont vous permettre de développer ces propres briques, ou est-ce que vous décidez de partir plutôt sur des solutions externes avec des briques déjà toutes faites, comme aujourd'hui on peut le voir sur Copilot, qui est très utilisé par les entreprises qui bénéficient justement de toute la suite Microsoft 365. Et enfin, d'autres questions, c'est quelle connaissance, en fait, est-ce que j'ai une bonne connaissance aussi de mes processus et lequel je vais venir un peu cibler pour essayer d'optimiser un peu tout ça. Il y a une question, alors je ne sais pas si effectivement ce qu'on a pu faire est dans l'ordre de potentiel ou pas. Est-ce qu'on a un cas à présenter, un exemple, un bot qui s'appuie sur une base documentaire, qui répond aux questions des utilisateurs et qui déclenche des processus? Et comment est-ce qu'on renforce l'apprentissage en se basant sur les retours utilisateurs? Type, ai-je répondu à votre question? Oui, non. Est-ce qu'on a quelque chose un petit peu sur l'étagère à présenter en ce sens ou... Alors, sur l'étagère, non. Moi, je peux vous faire un retour d'expérience par rapport à une brique qu'on a développée pour une grande banque française il y a quelques années qui répondait tout à fait à ce type de sujet-là. En fait, c'est dans la banque, il y a plusieurs métiers, donc elle va venir adresser, ce chatbot venait adresser différentes, compartiments métiers, on va dire,
avec des réponses bien précises. Et l'IA a permis quoi de, dans un premier temps, essayer de déjà décortiquer la question de l'utilisateur pour cibler quelle thématique métier était à adresser. Est-ce que c'est plutôt du patrimoine? Est-ce que ça va être plutôt de l'ordre des processus d'emprunt? Est-ce que ça va être de la gestion de compte courant? Donc l'IA, là, déjà, à travers tout ce qui était développé, arrivait à orienter vers la bonne base documentaire. Ensuite, à quoi servait l'IA? À aller chercher en fait le document par rapport à la question et essayer de trouver les paragraphes qui intéressaient vraiment les conseillers en agence. Là, c'était vraiment adressé pour faciliter en fait la réponse à des questions de conseillers en agence. C'était pas du tout quelque chose qui était mis à disposition des clients finaux. Donc, on était sur un scope assez précis et sur un scope qui permettait surtout d'ouvrir un peu des informations assez confidentielles entre guillemets, puisque ça restait au sein de l'entreprise. Et après, alors excuse-moi sur la deuxième partie de la question. Comment on renforce l'apprentissage en se basant sur les retours utilisateurs? Les retours utilisateurs pour l'IA, si vous faites du homemade, c'est c'est vital. C'est-à-dire que si le bot répond à chaque fois à côté de la plaque, c'est que vous avez un problème. Du coup, il y a plusieurs possibilités pour faire ça. Vous avez la notion de feedback. Soit vous faites un mail ou une campagne qui demande aux utilisateurs qui utilisent cette brique d'IA est-ce qu'ils sont satisfaits ou pas. Ou alors, vous prenez en compte en fait après chaque réponse de votre bot. Vous pouvez prendre en compte à travers des notions, je sais pas, ça peut être des pouces en l'air ou des pouces en bas. Statistiquement, vous allez voir si effectivement il a répondu ou pas à la question. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui avec la plupart des bots que vous devez utiliser, que ce soit des bots conversationnels comme ceux de la SNCF. À travers ça, vous faites un feedback, c'est-à-dire que s'il n'a pas bien répondu, derrière les équipes d'IA vont essayer de retravailler sur les questions pour lesquelles le bot aura peut-être tapé à côté, pour essayer de voir où est-ce que ça a déraillé en fait. Est-ce que c'est sur le document qui a été mis à disposition, l'information n'était pas précise, donc c'est qu'il a pu se tromper à un moment dans l'enchaînement des arbres de décision qui sont faits en amont, et c'est clairement plus qu'utile, c'est vital en fait pour faire vivre aussi votre IA. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, on pourra y répondre. Donc merci Benjamin, effectivement, autour des questions à se poser. Je ne sais pas si tu veux parler très rapidement un petit peu d'une démarche projet un peu. La démarche projet, voilà, c'est quelque chose d'assez classique où on va essayer d'analyser l'existant. On a mis quelques bullet points qui expliquent un petit peu ce qu'on entend là-dedans. C'est de cadrer les rôles des uns et des autres. Vous allez très certainement faire appel à des directions qui n'ont peut-être pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Donc ça va être essayer de réunir un peu tous ces acteurs-là. Ça va être d'identifier un sponsor parce que généralement en fait c'est souvent dans des grosses organisations ça va être un peu pluridisciplinaire, donc il va falloir avoir un sponsor qui pousse et fait en sorte que tout le monde arrive à bien parler et à bien communiquer et à lever les barrières quand il y en a. Ça va être de recenser un peu les problématiques que vous avez ou les irritants qui vont vous permettre de vous aiguiller sur l'IA sera utile dans tel ou tel type de cas. Et c'est surtout de définir en fait tout ce qui est KPI, parce que l'IA, si elle ne répond pas à ces KPI-là, de base, c'est que potentiellement vous avez un problème sur la définition de tout ça. Ensuite, en deuxième axe, il y a tout ce qui est définition des cas d'usage. Une fois que vous avez un petit peu analysé ce sur quoi vous vouliez aller, il y a des cas d'usage qui sont à rédiger et un périmètre qui est adressé. C'est-à-dire que dans un premier temps, peut-être que vous allez adresser un périmètre qui est un peu restreint, quitte à l'ouvrir après avec d'autres cas d'usage, mais il faut un peu se limiter au début et pas forcément avoir, façon de parler, la folie des grandeurs, essayer de faire quelque chose un peu à taille humaine, façon de parler, pour déjà regarder comment le sujet est traité, comment le sujet est pris par les différentes équipes et comment on arrive à intégrer ces sujets-là. Ensuite, il faut lancer la phase d'expérimentation qui est pareil, une phase sur laquelle on peut pas rogner quand on travaille sur un projet d'IA. Et souvent, cette phase-là, elle est assez itérative, c'est-à-dire qu'il va falloir faire des développements, faire des tests, regarder les résultats de ces tests-là. Si c'est pas concluant, redémarrer, et ce jusqu'à ce qu'on ait des résultats satisfaisants. Donc, il y a un côté cycle itératif très important dans les projets d'IA. Et du coup, ça va potentiellement être aussi d'adapter des méthodes de fonctionnement ou des méthodes projet par rapport à ça.
Il y a à la fin de l'expérimentation, ce qu'on a appelé nous le fait de dresser un bilan, c'est la phase expérimentale. Vous pouvez avoir des expérimentations qui durent, je sais pas, 3 mois, 6 mois. L'idée à la fin de ça va être de dresser bilan, c'est de se dire en fait, est-ce que effectivement l'IA me permet de répondre à ma problématique, à mon cas d'usage? Si oui, dans ce cas-là, il y a peut-être un réel intérêt à le passer, comment dire, à l'échelle en industrialisant pardon la brique d'IA. Mais ce bilan, il est nécessaire parce que peut-être que vous allez vous dire à la fin de l'expérimentation, bah, en fait, l'IA répond pas forcément à ce type de cas d'usage. On pourrait redémarrer d'une feuille blanche et essayer de repartir sur un autre type de sujet. Et après, bah, dans le cas où l'IA effectivement répond au cas d'usage et comment dire répond aussi aux KPI que vous auriez pu vous fixer en amont, on va essayer de passer justement à l'échelle cette brique-là. C'est-à-dire que pendant la phase expérimentale, vous allez prendre peut-être un nombre d'utilisateurs restreint par rapport aux utilisateurs peut-être à adresser au sein de vos SI. Donc le passage à l'échelle, c'est bah, comment je démultiplie un petit peu ces sujets-là pour m'assurer que bah, tous les usagers ou tous les utilisateurs sont en capacité d'utiliser ces briques d'IA. Et derrière vont, comment dire, se poser les questions bah, de garantie d'industrialisation de cette brique-là, à savoir est-ce que j'ai la charge ou l'infrastructure nécessaire pour les sollicitations de ces briques-là, tous les sujets qui peuvent être liés à, comment dire, à l'industrialisation classique d'un projet informatique. Voilà. Merci beaucoup, c'était vraiment très clair. J'ai eu un retour qui va vous faire plaisir, une personne qui effectivement qui me dit merci beaucoup pour ce webinaire, approche professionnelle pleine d'humilité. Donc du coup c'est plaisant à lire. Merci à tous. S'il y a encore des questions, bien sûr, on peut y répondre et on sera disponible après la session également pour éventuellement prendre rendez-vous avec vous et approfondir certains sujets par téléphone en one-to-one. Donc on reviendra vers vous. Merci beaucoup Benjamin, merci Laurent et merci Sébastien. Je pense que c'était hyper clair. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin par rapport à ça, par rapport Merci de nous avoir écoutés. C'est vrai qu'on en parle beaucoup du coup de Copilot en ce moment, donc du coup je pense que il y aura beaucoup de projets à venir en tout cas. Mais merci à tous pour votre présence et pour votre temps. Et puis on vous souhaite une bonne journée et un bon appétit. Merci. Merci. Au revoir. Merci tout le monde. Bonne Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.